On va revenir un petit peu sur cette belette et ce grenier. Alors, comme presque toujours les fables de La Fontaine, c'est pas lui qui les invente. Il les bricole. Alors celle-là, à partir de deux auteurs d'Antiquité. Il y a un auteur qui s'appelle Ésope, qui est en général la source de La Fontaine. Ésope est un personnage qui est censé avoir existé au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui a composé, lui ou l'équipe de gens qu'on appelait Ésope, un ensemble de fables. Et parmi ces fables, La Fontaine en a choisi un certain nombre qu'il a mis en vers en français. Alors parmi ces fables, il y en a une qui s'appelait Le renard au ventre gonflé. Le renard au ventre gonflé. Et donc le renard au ventre gonflé raconte l'histoire suivante. Il y a un renard qui, un peu maigre, rentre dans une pièce. Là, il y a de la nourriture. Il mange un maximum de nourriture. Eh bien, il ne peut pas sortir, ce renard. C'est un peu idiot pour un renard, mais c'est comme ça, il ne peut pas sortir. Et il y a un autre renard qui est là, un jeune renard qui lui dit « Attention, attention, il faut que tu maigrisses avant de sortir. » Morale de Ésope, eh bien, avec le temps, si on est patient, tout s'arrange. C'est-à-dire, donc, c'est pas une morale quelque peu politique, hein, c'est juste, effectivement, l'idée que, effectivement, si le renard attend, il va finir par maigrir, et puis il pourra sortir tranquillement et retrouver le jour et venir, par exemple, ici. Très bien. Il y a un deuxième auteur qui a utilisé cette fable, qui est un type qui vit à l'époque du Christ à peu près, qui est un grand poète épicurien, qui s'appelle Horace. Horace, c'est rien à voir avec la tragédie de Corneille qui s'appelle Horace. C'est un personnage assez mondain qui écrit des satires, qui écrit des épîtres. Et donc, il écrit dans une de ses épîtres un personnage très connu qui s'appelle Mécène. Mécène, c'était le financier d'Auguste, de l'empereur Auguste. Et donc, c'est un type très riche. Et Horace le connaissait. Et pour avoir lui-même un peu de fric, il lui écrivait des lettres pour lui donner quelques conseils. Et donc, il lui donne quelques conseils sur la façon dont il faut avoir une bonne hygiène de vie. Vous voyez, ne pas trop manger quand même, par exemple. Bon, Sébastien, effectivement, s'il a pu sortir de la grotte de Lombrie, on va y revenir dans un instant, c'est qu'effectivement, il ne mange pas trop, hein, un peu comme moi, voilà. Et donc, Mécène reçoit le conseil de ne pas trop manger, comme le fait Horace. Et là, il raconte cette histoire, et cette histoire, cette fois-ci, devient l'histoire du mulot. C'est un petit rat qui veut rentrer dans un trou. Alors là, il y a plein de choses à manger dans le trou. Très bien, il mange, il arrive à sortir, bien sûr. Et soudain, il y a une belette qui est aussi dans ce trou, qui lui dit, si tu veux sortir, eh bien, il faut que tu maigrisses. Voilà. Et donc, la morale, c'est, en gros, une morale d'hygiène. Si vous voulez rester mince, et sortir, et passer, et rentrer, ne mangez pas trop. Donc, on a une morale aussi très pratique. Et là, on voit cependant apparaître le rat et la belette. Mais La Fontaine ne garde pas l'ordre du rat et de la belette de Horace, il inverse. C'est maintenant une belette qui rentre dans le trou, et c'est un rat qui va effectivement commenter à la belette ce qu'il voit. D'accord. Et ce rat qui est là prépare le rat qui suit dans la fable qu'on fera la prochaine fois, le 7 ou 8 octobre, puisque c'est donc le chat et le vieux rat qui suit. Voilà. Et donc il y a une série comme ça de retournements. Et on voit bien qu'effectivement, la morale, qui dans un cas chez Ésope était quelque chose comme prenons notre temps, et puis avec le temps nous guérirons. La morale qui était chez Horace, évitons de trop manger, parce que si on mange trop, bon voilà, on ne va pas sortir, devient une morale qui semble avoir une toute autre portée chez La Fontaine, une portée, on va dire, politique. On le sent bien, sans vouloir trop la décrypter dans l'instant. Donc, voilà ce que fait La Fontaine. Il ne se contente pas simplement de mettre en vers et en français les textes anciens, il les modifie et il les transforme. Alors il les transforme évidemment en pensant au français, en pensant au vers français, en modifiant effectivement la structure du récit, en faisant que la belette devient le rat, que le rat devient la belette, des choses comme ça, mais aussi en introduisant toute une série d'éléments, on va dire, de la nature poétique, dont a parlé déjà Alexia. Je ne vais pas tous les citer, hein, mais bien sûr, par exemple, commencer par Damoiselle belette au corps long et fluet, c'est donc introduire quelque chose qui relève un peu du comique. Parce que d'un côté, il y a une disproportion entre Damoiselle, qui est un nom un peu médiéval, et qui est devenu un petit peu ridicule du XVIIe siècle, qui désigne pas simplement une demoiselle, mais une damoiselle de la bonne noblesse. Et damoiselle, clac, ce n'est qu'une belette, hein, c'est quand même pas terrible à côté. Et puis ça joue un peu sur les mots, parce que vous entendez bien, damoiselle, belette, elle, de tous les côtés, et c'est elle se continue dans flouette, hein, qui est dans long et flouet qui suivent. Donc effectivement, le premier vers est un vers en L. Et non seulement il y a damoiselle belette, qui est un peu ridicule, un peu comique, mais au corps long et floué, ça c'est ce qu'on appelle une épithète homérique. Par exemple, on va dire
je sais pas, Athéna aux yeux pairs, je sais pas, Nausicaa aux bras blancs. Alors si vous lisez l'Odyssée ou l'Iliade d'Homère, les personnages principaux, pratiquement tous, sont équipés d'une épithète homérique, enfin qu'on appelle l'épithète homérique, c'est-à-dire quelque chose qui les caractérise. Ici, c'est au corps long et floué, bien sûr, voilà, qui fonctionne comme ça. Donc, il y a Belette, on va dire c'est le niveau bas, Damoiselle, c'est une certaine hauteur d'aristocratie, mais ce n'est qu'une belette. Et puis, évidemment, au corps long et floué, c'est la poésie épique, et là, on n'est pas dans l'épique puisqu'on est avec une belette. Ça s'appelle, ceci, du burlesque ou de l'héroïque comique, selon qu'on prend une direction ou une autre. Et donc, c'est évidemment un vers comique. La poésie chez La Fontaine est toujours essentiellement comique. Et cette demoiselle Belette entrera dans un grenier par un trou fort étoré. Alors là, je souligne un peu les airs pour faire un peu poésie sonore, pour avertir déjà qu'au mois de mars, avec mon ami Sébastien Lespinasse et Jean-Marie Champagne, que je ne vois plus, qui est quelque part par là, nous allons faire le Festival des Bruits Sonnantes, dans lequel il y a toujours un élément de poésie sonore. Mais cette idée donc de poésie sonore, on joue sur les mots, les lettres, les sons, etc. Déjà, chez La Fontaine, les poètes anciens, ils savent très bien que le travail du poète n'est pas simplement d'accorder des images, de peut-être faire des bons sentiments, tout ce que l'on veut dans ce genre, mais de faire entendre la langue. Et là, on l'entend, entrera dans un grenier par un fou fort étoré. D'accord. Donc c'est pas les L de tout à l'heure, d'accord, qui était donc la belette caractérisée. Maintenant c'est autre chose. Elle entre, ça roule, il se passe quelque chose d'autre, et donc ce trou est fort étoré. Et étrangement, alors qu'elle entre, elle sort. Elle sortait de maladie. C'est quand même assez bizarre. Elle entre, elle sort de maladie. Donc il y a deux points. Il y a un point, on va dire presque réaliste. Si elle sort de maladie, c'est qu'elle est un peu maigre. Hein, elle n'a pas beaucoup mangé pendant quelques jours, et donc elle peut entrer assez facilement. C'est une belette particulièrement maigre. En même temps, le côté rigolo, c'est qu'elle entre, et en fait, c'est qu'elle sort. Donc il y a un entrée-sortir, hein, quelque chose comme ça. Et jusqu'à la fin de la fable, il va y avoir des entrées-sortir. Hop, hop, ça s'en va et ça revient, ça entre, ça sort, jusqu'à la figure qui est à la fin, qui est la figure politique, qu'on verra un petit peu tout à l'heure. Alors effectivement, cette belette vit là-dedans à discrétion, c'est-à-dire, c'est une expression vivre à discrétion. Quand on est au XVIIe siècle, il y a un truc qui est assez embêtant dans la vie, c'est de devoir héberger des soldats. Parce que les armées se nourrissent en général sur les gens qui sont là. Hein, voilà. Y compris d'ailleurs quand Louis XIV vient à Toulouse, hein, il arrive avec, donc en 1658 ou 9, je ne sais plus très bien, il vient à Toulouse en 59, et là, effectivement, ces soldats, ces troupes vivent à discrétion sur l'habitant, bien entendu. Ils se logent chez les gens, ils pillent, ils violent éventuellement, enfin ça fait partie du truc, hein, voilà, bien entendu. Et en tout cas, les Toulousains sont très très mécontents de devoir héberger Louis XIV avec ses troupes, ses mousquetaires. D'Artagnan lui-même vit à discrétion sur les Toulousains, et les Toulousains ne sont pas très contents quand Louis XIV, l'année suivante, après s'être marié à la ville d'Assois, repasse à Toulouse, parce que ça recommence. Des impôts, des soldats qui vivent à discrétion. Donc vivre à discrétion, ça veut dire ça, on s'installe et on fait ce qu'on veut. Hein, voilà. C'est tranquille. Et donc la galande, alors la galande, c'est effectivement, c'est un mot du XVIIe siècle qui est difficile parce qu'il a deux sens. D'un côté, c'est la poésie galante, c'est élégante, agréable, etc. Mais aussi un galant, le renard est un galant, c'est-à-dire c'est un coquin, c'est un escroc, hein, véritablement. Et donc là, cette demoiselle, elle a une sorte d'élégance, mais en même temps, elle n'est pas d'une honnêteté scrupuleuse. Donc elle mangea, rongea, on va insister. Et ensuite arrive quelque chose d'étonnant grammaticalement, que j'ai souvent donné à mes étudiants comme un sujet de grammaire, surtout à l'agrégation, pour embêter les candidats. Dieu c'est la vie, et le lard qui périt en cette occasion. C'est assez étrange. Dieu c'est la vie, et le lard qui périt en cette occasion. Alors en fait, il faut comprendre qu'il y a là deux expressions, et ça s'appelle un zeugma, une liaison. Le zeugma, c'est relié, par exemple, je vais dans la salle de bain et dans l'angoisse. Vous voyez, deux choses qui sont reliées par un zeugma. Zeugma, en grec, ça veut dire le joug. Le zeugma, c'est le joug qu'on met sur deux bœufs. D'accord ? Donc on relie deux choses qui sont différentes et on produit un certain effet rhétorique. Hein. Ceux qui sont des amateurs de Achille Talon Cherbochoc savent que dedans il y a beaucoup de zeugma, hein, bien sûr. Alors, Dieu c'est la vie, c'est une expression toute faite pour dire alors vie veut dire ici chair, bonne nourriture, enfin tout ça. Dieu c'est, oh là là, quelle joie, quelle bonne nourriture, voilà, c'est extraordinaire tout ça, voilà. Dieu c'est la vie, virgule, et on arrête. Et le lard qui périt en cette occasion, donc c'est le lard qui périt, mais évidemment comme il y a une espèce de et entre les deux, on a l'impression que la vie et le lard périssent véritablement. Et donc il y a deux expressions qui sont mises par ce segment ensemble. Ah,
quel moment extraordinaire, Dieu c'est la vie, ah, 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 ah. C'est pour un banquier, c'est une grande fête, et le lard qui périt, et donc la vie se retrouve mise en reliaison avec le lard, d'une manière ou d'une autre, et on sait bien toutes les significations du lard, prendre le lard, etc., c'est ce qu'il y a peut-être de meilleur, etc., et les voleurs vont prendre le lard, enfin voilà, et tout ce que dans ce genre. L'œuvre là, pour conclusion, grâce m'afflue et rebondit. Alors il suffit de dire, là aussi en positionnant, grâce m'afflue, on peut le dire pendant 1 heure, et on sent le plaisir qu'on a à le dire dans la bouche. La Fontaine invente plus ou moins ce mot de m'afflue pour les effets qu'on peut imaginer. C'est assez étrange le mot conclusion qui arrive là, et qui effectivement, comme l'a souligné Alexia, est en diérèse, ainsi qu'occasion et discrétion qui est apposée dessus. Parce que donc, d'une part, ce mot conclusion est un peu allongé, véritablement, mais aussi parce que c'est un mot de la rhétorique, c'est un mot du discours. Et là, voilà pour conclusion. Au bout de la semaine, ayant dîné son sou, elle entend quelques bruits, peut sortir par le trou. Le bruit, c'est souvent chez les animaux de la fontaine un peu gênant. Vous savez, dans le rat de ville et le rat de champ, ils entendent dire du bruit, le rat de ville d'étal, etc. Voilà, le bruit, c'est ce qu'on ne maîtrise absolument pas, qui fait peur et qui fait qu'on s'en va. Eh bien, elle veut sortir par le trou, ne plus repasser, et croit s'être méprise. Après avoir fait quelques tours, le trou, vous voyez tous les jeux de mots, c'est dicté à l'endroit, me voilà bien surprise. J'ai passé par ici, voici, depuis 5 ou 6 jours. Très bien, je passe un peu vite là-dessus. Alexia a assez longuement développé ces éléments-là. On voit là qu'il y a des éléments d'accélération, de passage à des présents de narration, des choses comme ça. Et puis arrive le rat. Un rat qui la voyait ton père. Et donc, le rat, c'est un personnage très ambivalent chez La Fontaine. Le rat, c'est un parasite. Le rat, c'est plus ou moins un idiot. D'autre part, c'est un méchant. Et d'autre part, c'est un malin. C'est toutes sortes de choses de ce genre. Le rat est un des personnages les plus présents dans les fables de La Fontaine. Et donc, une des fonctions du rat, parmi d'autres, c'est d'être un sage, d'être l'observateur. Et donc, ce n'est pas le rat d'Ésope qui rentre dans le trou, c'est le rat dans la position observateur. Ce sera le rat qu'on va retrouver dans la fable qui suit, la fable qui termine le livre 3, et qu'on verra au mois d'octobre. Un rat qui la voyait ton pleine. Et donc, il ne va pas l'aider, au sens d'aider à faire maigrir, à faire de la gymnastique. C'est un rat commentateur, qui lui dit. Donc ça, c'est un ton d'épopée. Lui dit, et puis un verre. Vous aviez lors la panse un peu moins pleine. Premier élément d'ironie du rat. Un peu moins pleine, on a compris que c'est une litote. C'est-à-dire qu'elle a vraiment énormément grossi. La litote, c'est l'art de dire le moins pour dire le plus. Ici, cette litote est ironique parce que nous, lecteurs, nous comprenons qu'en fait, le rat se moque un peu d'elle, parce que nous sommes complices du rat dans son moquerie à l'égard de la belette. Elle est vraiment très pleine. Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir. Donc, Alexia l'a très bien commenté, il y a dans cet alexandrin un effet d'écho, 2 fois le même mot, mais simplement on sent bien que la répétition, qui vient d'une traduction du latin, qui vient d'une traduction d'Horace, en réalité c'est une citation presque intégrale, fait que le premier mot maigre n'a pas tout à fait le même sens que le second. C'est une sorte de syllabe par identité. Le premier, c'est vous êtes maigre, entrée, c'est vous n'aviez pas grosse, mais on sent que la répétition de maigre fait que le second va préparer un autre sens possible de maigre. Par exemple, quand Bayrou ou d'autres disent qu'il faut faire maigrir l'État, des choses de ce genre, on sent bien que là, il ne s'agit pas de perdre simplement quelques kilos, mais autre chose, véritablement. Lui dit, ce que je vous lis là, l'on le dit à bien d'autres. Alors je vais insister un petit peu longuement sur cette fin, qui est très particulière, et effectivement, Alexia a eu raison de le commenter un peu longuement. Mais je vais encore développer un petit peu, parce qu'en effet, il y a un problème, cette fable s'arrête là, et si elle s'arrêtait là, la morale pourrait être celle d'Horace, c'est-à-dire il faut maigrir, elle pourrait être celle des autres, c'est-à-dire il faut prendre son temps, et La Fontaine va faire une autre morale, en l'attribuant la parole au rat, et on sent bien qu'il est peu vraisemblable que ce soit le rat qui parle sur ce ton-là, puisque la belette n'a rien à faire de ce que dit le rat, et le rat, a priori, n'a rien à savoir de ce que dit la fable. Donc, on a quelque chose où La Fontaine devient le rat, ou si vous préférez, le rat devient La Fontaine. Quelque chose glisse. On va dire, ça s'en va et ça revient, ça rentre et ça sort. Le rat rentre dans La Fontaine rentre dans le rat. Voilà l'espèce de mouvement qui se fait. Et puis, ce qui se produit là, c'est ce qu'on appelle comme figure, alors je vais être un peu cuistre là, une figure qui s'appelle l'aposiopèse. Alors l'aposiopèse, c'est une figure très maligne qu'emploient au XVIIe siècle volontiers les libertins.
Par exemple, si vous êtes libertin, alors libertin, ça ne veut pas dire qu'on va passer son été au camp d'Agde avec nous, hein, voilà, avec Sébastien, moi, etc. Parce que quand on ne va pas dans les grottes, on va au camp naturiste d'Agde, voilà. Et là, on fait du libertinage, voilà. Mais donc, c'est pas ce sens-là. Les libertins, ce sont simplement des gens qui, au fond, sont en délicatesse avec l'Église catholique, qui je rentre dans la grotte de Lombrive, ou dans le grenier, et en même temps, je ne rentre pas dans la grotte de Lombrive ou dans le grenier. Je vais et je viens. Hein, je fais quelque chose tout en disant que je ne le fais pas. Voilà. Alors, c'est là que va se jouer, et franchement, la morale de cette affaire-là. Ce que je vous dis là, on le dit à bien d'autres. Donc, la généralité absolue, on dit à qui, à d'autres, on ne sait pas très bien. Alors, si on pense au XVIIe siècle, aux années 1660, 1668, il y a eu beaucoup d'affaires de gens qui détournent des fonds et qui s'en mettent plein les poches. On va dire que c'était la même chose au XVIe siècle. C'était la même chose au XVe siècle. Ça continue au XVIIIe siècle. Ça continue au XIXe, ça continue au XXe siècle. Ça s'arrête au XXIe siècle. Plus jamais personne ne fait ça. Hein, voilà, moi je crois que plus jamais personne sont devenus une époque extrêmement honnête. Mais à part dans les quelques années qui sont là, où personne n'escroque personne, naturellement, voilà, je n'oserais pas dire que quelqu'un rentre dans une fonction ministérielle, managériale, de patron d'université, de tout ce que l'on veut, d'accord, voilà, de patron de drac, tout ce qu'on veut, de patron de musée, en étant maigre à l'entrée et en étant un peu trop gros à la sortie, ça c'était de l'époque ancienne, mais voilà. Donc vous voyez, je fais une apostiopèse moi aussi, parce que je n'ai pas envie que monsieur X ou madame Y ou monsieur Z viennent me voir en disant « Vous avez accusé monsieur X ou madame Y de piller la caisse ». Non, 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 on le dit à bien d'autres. Des autres époques. Alors au XVIIe siècle, vers 1660, il y a une grande affaire bien connue à laquelle se trouve mêlée La Fontaine, qui est l'affaire Fouquet. L'affaire Fouquet, donc Fouquet est un personnage qui a été, disons, surintendant des finances de Mazarin, qui n'était pas très riche au départ, et qui, au bout de quelques années, a pu se construire le château de Vaux-le-Vicomte, qui s'attend peut-être visiter, qui était tellement beau, qui dire aussi beau que, effectivement, Louis XIV a piqué une colère, une orage considérable en 1660 quand il a visité, et donc a fait enfermer Fouquet, en découvrant, peut-être un peu tard d'ailleurs, que Fouquet, évidemment, ça avait été mis plein les poches, naturellement, et voilà. Mais on va dire comme tout le monde. Au XVIIe siècle, les tâches, disons, de fonction d'État étaient vendues. Par exemple, vous étiez fermier général, c'est-à-dire que vous préleviez les impôts. Eh bien, c'était simple, c'est plus le cas aujourd'hui. Le fermier général prenait une partie des impôts pour sa poche. Et c'était comme ça qu'il vivait. Les gouverneurs de province, évidemment, levaient des impôts, une partie la plus faible possible pour le roi, une partie la plus grosse possible pour moi, bien sûr. Et donc, on avait souvent envie d'être gouverneur. En fait, ces fonctions-là, c'était des charges. Pareil, La Fontaine connaît bien ça, il est maître des eaux ferrées. Ça veut dire qu'il mettait des amendes à des chasseurs, à des gens qui ne respectaient pas les règles, etc. Mais il prenait une partie de l'amende pour lui, bien entendu. Hein, voilà. Donc, cette idée de prendre pour sa caisse, eh bien, c'était bien connu. Mais certains prenaient quand même un peu, beaucoup trop. Hein. C'est le cas évidemment de Fouquet et de quelques autres. Et donc, on va dire que ça désigne tel ou tel personnage, mais il y a un ensemble de personnages, d'autres, qui, en effet, Fouquet est en prison en 1668. Hein, voilà. C'est un peu difficile de sortir de sa prison. Il est en prison, il mourra en prison, au bout du compte, au fort de Pignerol, dans ce qui est maintenant l'Italie, du côté de Turin. Et donc, apostiopèse. On le dit à bien d'autres, mais ne confondons point. Donc, non, voilà, je retiens. Ne confondons point par trop approfondir. Vous voyez qu'entre confondre et approfondir, il y a les mêmes lettres. Confondre, approfondir, les deux mots. Approfondir, c'est un mot qui fait un peu syllabes ici, qu'il faut prendre dans plusieurs sens. Approfondir a une sorte de sens, on va dire, philosophique. Hein. Approfondir un sujet, une question, mais aussi approfondir. Quand Sébastien vient dans la grotte de Lombrive, il approfondit, il creuse, il descend dans les profondeurs de la grotte, peut-être de lui-même aussi d'ailleurs, il va expliquer un petit peu. Et donc, il ne faut pas approfondir trop, et pourtant, quand même, il faut approfondir. Alors, vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'une fable? C'est quelque chose qui, d'un côté, nous dit il faut appliquer cela, c'est-à-dire l'histoire de la cigale à la fourmi, ou Courbet le renard ou d'autres, à des situations concrètes. Mais en même temps, elle nous dit qu'il ne faut pas trop confondre, pour trop approfondir. Ne le faites pas, mais faites-le quand même. Leurs affaires avec les autres. Et affaire est un mot qui
du XVIIe siècle comme aujourd'hui, hein, à double sens, une affaire, mais aussi sur l'affaire, je sais pas, l'affaire Bernard Tapie, hein, les grandes affaires de l'État, des choses comme ça. Et on comprend bien que le mot affaire ne correspond pas tout à fait bien à ce qui concerne la belette qui est là. Et donc on a une figure d'ironie fondamentalement qui tient au fait que c'est le rat qui parle, mais on a fondamentalement une figure d'aposiophèse absolument démonstrative. Je vous dis ce que je vous dis en vous disant que je ne le dis pas, et surtout ne dites pas que je l'ai dit, mais en même temps vous savez bien que je l'ai dit. Et donc la censure, etc., ne peut rien dire contre, mais en même temps le plaisir du lecteur, c'est de comprendre ce qu'il comprend, ce qu'on comprend tout le monde, alors que ce n'est pas dit tout en étant dit. Alors, ce que ne savait pas La Fontaine, c'est à quel point cette fable ne parlait que d'un seul sujet, en réalité, c'est de Sébastien Langlois. Parce qu'en effet, Sébastien Langlois, je vais le démontrer, je vais terminer là-dessus, avait pendant 10 jours, à peu près 15 jours, dans la grotte de Lombrive, cet été, donc s'enfermer avec des gens divers et variés. Et là, ils n'ont pas beaucoup mangé, ils ne sont pas sortis très gros, mais enfin bon, j'ai vu des photos, ils ont un peu mangé quand même, enfin voilà. Et voilà, ils sont rentrés, ils sont sortis, ils ont pu sortir et rentrer, on a les photos. Simplement, c'est pire que ça. C'est pas simplement qu'il est rentré dans l'Ivoire. La grotte de Lombrive, vous avez à peu près où aller dans la vallée d'Ariège, est reliée à la grotte de Niaux, qui est de l'autre côté, hein, pas très loin. Et ces deux grottes sont des grottes préhistoriques dans lesquelles des personnages importants sont passés. Dans la grotte de Lombrive, avant Sébastien, il y a eu Henri IV, il y a son Papiti. Et dans la grotte de Niaux, en 1660, est passé un personnage qui s'appelle Rubin de la Viale, dont j'ai écrit l'histoire. Et donc on est au XVIIe siècle. Mais ces deux grottes sont reliées par un ensemble de boyaux, et en particulier par un ensemble découvert récemment, c'est-à-dire une vingtaine d'années, trentaine d'années maintenant, qu'on appelle le rhizoclastre. Le rhizoclastre, c'est une série de boyaux avec des petits lacs souterrains, c'est un peu compliqué, mais de temps en temps, c'est ouvert et on peut aller le visiter. Je l'ai fait. Bon, il faut quand même être pas trop gros, hein, voilà, être décidé à le faire, mais ça dure des heures et des heures. Et la merveille du rhizoclastre, outre le fait qu'il y a des petits lacs souterrains, etc., c'est qu'il y a un cas pratiquement unique dans les figures préhistoriques. Il y a une représentation de quoi? D'une belette. Alors vous regarderez sur internet, la belette dans le rhizoclastre, c'est une merveilleuse belette, et Sébastien a passé, sans s'en douter précisément, je ne sais pas, bon, 10 jours, 15 jours, à 700 mètres de la belette, hein, qui est là-dedans, voilà, qui avançait, voilà, et qui est effectivement dans le rhizoclastre. Alors il y a depuis très longtemps, cette idée de la belette est associée, au moins depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis au moins 14 000 ans, parce qu'elle est là depuis 14 000 ans ou 15 000 ans peut-être, la belette est associée à l'idée de profondeur, de passage en dessous. Tout à l'heure, quelqu'un disait que la belette était comme un chat étroit. La belette est en effet un mammifère qui est appelé un animal des ctoniens, des profondeurs, parce qu'elle va dans les grottes. Eh bien, les hommes préhistoriques, à Lombrive et à Niaux, dessinent une belette à l'endroit le plus reculé de la grotte. Et si vous regardez sur internet pour la voir, vous la verrez, elle est admirable. C'est un des plus beaux dessins préhistoriques qui soit. C'est une belette parfaite. Et elle a été découverte, il y a 30 ans peut-être maintenant, dans le rhizoclastre. Et de temps en temps, c'est-à-dire 2-3 fois par an, si vous êtes en forme, vous pouvez aller le visiter. Il faut s'inscrire sur le site de Niaux. Et là, ça dure la journée, hein, la visite, pour aller voir la belette. Peut-être on ira un jour la voir avec Sébastien, parce que comme il est mince comme moi, on pourra y passer. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Voilà, une petite annonce. Tous les mois, ceux que ça intéresse, je fais des petites explications de texte à la Réunion Ombre et Blanche lundi. La prochaine, c'est lundi prochain à 17h30. Et on parlera d'un grand voyage, qui est le voyage en terre de Brésil, par Jean Deléry. Et on en fera une petite explication de texte, ce texte admirable, où on voit apparaître les sauvages nus. Merci beaucoup Yves, on peut l'applaudir à nouveau. Il a gardé sa voix jusqu'au bout pour nous. Alors, il y a ce moment important pour les rencontres à La Fontaine, qui se passe juste maintenant. Il faut que vous veniez tous vous réunir à côté de la statue. Je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreux. Si on pouvait le visualiser sur cette photo, ce serait vraiment génial. Allez, vous pouvez tous venir. On va faire une photo. J'ai besoin d'un photographe.